Le soleil du matin baignait Ouagadougou d'une lumière dorée, se déversant sur les toits où l'architecture coloniale et les tours modernes envers se dressaient côte à côte, tels des voisins mal à l'aise. Mais à l'intérieur du palais présidentiel, l'air était lourd, non pas de chaleur, mais d'anticipation. Ce n'était pas un simple jour de gouvernance. Aujourd'hui, une confrontation se préparait. Si vous croyez qu'un petit pays peut tenir tête à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire son propre destin, si vous voyez cette flamme indomptable dans les yeux du capitaine Traoré, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, pas seulement pour soutenir, mais pour vous engager à nos côtés. Engagez-vous dans cette vague d'éveil, de fierté, dans cet esprit africain nouveau. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas qu'assister à l'histoire. Nous l'écrirons. Dans une salle de communication sécurisée, entourée d'écrans haute définition et de serveurs cryptés, le président Ibrahim Traoré restait immobile. Son uniforme était impeccable, son regard inébranlable. Il ne cligna pas des yeux lorsque l'écran principal s'anima. Y apparut le général Michael Langlais, commandant d'Africom, devant le drapeau américain, flanqué de conseillers, souriant avec ce calme étudié qui dissimule des intentions plus profondes. À côté de Traoré se tenait Fatoumata Diallo, conseillère en politique étrangère du Burkina Faso. Ses yeux vifs parcouraient les dossiers imprimés devant elle. D'un geste subtil, presque imperceptible, elle nota quelque chose sur un bloc. Sur l'écran opposé se trouvait Marcus Johnson, attaché militaire américain et confident de l'anglais, dont le langage corporel transpirait l'assurance d'un homme convaincu de connaître déjà l'issue. L'anglais entama la réunion avec une aisance rodée. Il parla de coopération stratégique, de sécurité régionale, des efforts conjoints contre le terrorisme sahélien. Son ton était chaleureux, ses mots soigneusement choisis. Rien dans son discours n'était ouvertement agressif, mais sous les promesses de soutien se cachaient des attentes, des exigences enveloppées de diplomatie. Nous sommes prêts à accroître notre présence militaire dans la région, déclara l'anglais. Nous proposons une formation avancée, un soutien logistique, un partage de renseignements. Puis, marquant une pause calculée pour sonner comme une menace, il ajouta « Bien sûr, nous attendons un alignement réciproque régional et mondial. » Traoré ne broncha pas. Il écoutait en silence, laissant le poids de chaque mot s'installer. Ses doigts entrelacés sur le bureau, aussi immobiles que la pierre. Mais derrière ce calme apparent, quelque chose bouillonnait. Il avait déjà entendu des discours de ce genre. De la part de colonisateurs, d'agences d'aide, d'hommes qui prenaient le leadership africain pour une scène de marionnettes. Il n'était pas là pour jouer un rôle. Fatoumata perçut le changement dans son expression, la mâchoire qui se serrait, une étincelle dans son regard. Elle griffonna 3 mots sur sa feuille et les fit glisser vers lui. Souveraineté, fierté, piège. Il y jeta un œil, puis reporta son attention sur l'écran. Dehors, la ville commençait à s'éveiller. À l'intérieur, le temps semblait suspendu. Marcus Johnson se pencha en avant, scrutant le silence de Traoré comme on analyse un échiquier. Il n'y avait pas besoin de hausser la voix. C'était une guerre de gestes, de silence suspendu et de poignards diplomatiques. La phrase suivante de l'anglais tomba, plus lente, plus lourde. Refuser cette offre pourrait envoyer un mauvais message, déclara-t-il, à la communauté internationale, à votre propre peuple. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une corde autour du cou. Traoré les laissa résonner avant de répondre. Lentement, il se pencha en avant, les yeux fixés sur la caméra. Il ne s'adressait pas seulement à l'anglais. Il parlait à l'histoire. Pendant des siècles, dit-il, on a dit à l'Afrique ce dont elle avait besoin, ce qu'elle devait accepter, ce qu'elle devait craindre. Mais je ne suis pas venu ici pour supplier. Je suis venu pour construire. Le sourire de l'anglais vacilla un instant, et Marcus cligna des yeux. Traoré poursuivit, sa voix montant juste assez pour trancher l'atmosphère. Vous offrez votre protection. Mais à quel prix? Vous parlez de partenariat. Mais je ne vois que de la pression. Et je vais vous dire ceci. Général, le Burkina Faso n'est pas à vendre. Silence. Un long silence. Puis,
Au moment où Fatoumata tendait la main pour écrire une nouvelle note, Traoré ajouta « J'espère que vous êtes prêts pour ma réponse. Car elle commence maintenant. » Et l'écran devint noir. Si vous croyez qu'un petit pays peut tenir tête à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire son propre destin, si vous voyez cette flamme indomptable dans les yeux du capitaine Traoré, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, pas seulement pour soutenir, mais pour vous tenir à nos côtés. Faites partie de cette vague d'éveil, de fierté, de ce nouvel esprit africain. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas qu'assister à l'histoire, nous l'écrirons. Fatoumata se pencha légèrement vers Traoré, sa voix à peine un souffle. Ils essaient de nous intimider. Il acquiesça d'un signe presque imperceptible, mais ne répondit pas. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était du calcul. Il ne s'agissait plus seulement de diplomatie. Il s'agissait de dignité. De tracer une ligne qu'aucun général étranger ne pourrait franchir. Il s'avança et ajusta de nouveau la caméra, centrant son visage dans le cadre. Lorsqu'il parla enfin, ce ne fut pas avec colère, mais avec une fermeté d'acier. Son regard se fixa sur l'écran, où le général américain apparaissait en gros plan. « Général », commença Traoré, calme mais incisif, « à quand remonte la dernière fois que vous avez demandé aux Africains ce dont ils avaient réellement besoin ?» La question frappa comme le tonnerre. Même à travers le décalage numérique, le silence était assourdissant. Du côté américain, Marcus Johnson jeta un regard vers l'Anglais, une tension à peine voilée dans les yeux. Une goutte de sueur perla sur sa tempe. Marcus tenta de prendre la parole pour défendre la position américaine. Mais Traoré leva la main, non avec agressivité, mais avec une autorité ferme. L'interruption fut définitive. Sa voix reprit, stable et tranchante. Depuis des générations, notre peuple a été conditionné à accepter, à craindre, à renoncer. Les discours changent, les drapeaux changent, mais le schéma reste le même. Des promesses d'aide, suivies de chaînes. Les sourcils de l'Anglais se froncèrent. Il remua sur son siège. Son calme soigneusement contrôlé commençait à se fissurer. Fatoumata observait avec la précision d'un faucon. Son stylo s'immobilisa. Ses yeux se plissèrent. Elle savait que ce moment ne serait pas retenu comme un simple discours, mais comme une prise de position. Sur l'écran, Marcus se pencha de nouveau, tentant de ramener la conversation vers des échanges cordiaux. Mais ses paroles rebondirent sur le mur qui était devenu la présence de Traoré. Ce n'était pas un contre-argument, c'était une mise en accusation. Traoré continua, citant des cas précis, bases militaires, missions de renseignement, interventions humanitaires devenues opérations clandestines. Sa voix trouva un rythme, semblable à un tambour au loin. Pays après pays, dit-il, vos soldats sont arrivés avec de l'aide, et ont laissé derrière eux le désordre. Vous avez apporté des formations, mais exporté la dépendance. Vous avez appelé cela la paix. Nous avons vécu ce qui vient après. L'inconfort de l'Anglais devint visible. Son regard glissa vers quelqu'un, hors champ. Il ne s'attendait pas à ce niveau de maîtrise, pas seulement dans la voix, mais dans la connaissance, dans la conviction. Au sommet du silence, Traoré marqua une pause. Il fixa directement l'objectif. « Nous ne sommes pas vos ennemis, général, » dit-il lentement, « mais jamais plus nous ne serons vos subordonnés. » Les mots tombèrent dans l'air comme un verdict. Personne ne bougea, ni à Ouagadougou, ni à Washington. La conversation prit un tournant. Traoré ne se contenta pas de critiquer, il éleva le moment. Il parla des dirigeants africains qui avaient résisté, ensevelis sans nom mais porteurs d'héritage. Des ancêtres qui avaient versé leur sang pour des frontières qu'ils n'avaient pas tracées. Des enfants qui portaient encore le fardeau de dettes qu'ils n'avaient jamais contracté. Il évoqua Lumumba, Sankara, Nkrumah. Non comme des martyrs, mais comme des avertissements. Si vous croyez qu'un petit pays peut tenir tête à une grande puissance, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire son propre destin, si vous voyez cette flamme indomptable dans les yeux du capitaine Traoré, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, pas seulement pour soutenir, mais pour vous tenir à nos côtés. Faites partie de cette vague d'éveil,
de fierté, de ce nouvel esprit africain. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, la liberté et l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas qu'assister à l'histoire, nous l'écrirons. L'Anglais ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse, prudente. Nous avons toujours agi avec de bonnes intentions. Le sourire de Traoré était léger, presque empreint de pitié. Les intentions ne guérissent pas les nations. L'action, si. Il répondit avec des faits, avec l'histoire, avec des noms et des dates. Il ne laissa aucune place au doute, aucune faille pour une contre-vérité. Marcus tenta une dernière fois de sauver la conversation. Mais ses mots étaient désormais fragiles, comme du papier face au feu. Traoré marqua une nouvelle pause. Il regarda à nouveau la caméra, non pas seulement l'Anglais, ni même la salle au-delà de l'océan, mais quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Nous sommes un continent riche en culture, en terre, en esprit. Mais nous sommes fatigués d'être traités comme des pions sur votre échiquier mondial. Et dans ce silence, quelque chose d'ancien s'éveilla. Il est temps que cela change. Ces mots tombèrent comme un accord final dans une symphonie de défis. Pendant un instant, le général américain hésita visiblement, comme s'il réévaluait tout ce qu'il avait apporté dans cette salle. En face de lui, Fatoumata perçut ce changement. Ses lèvres se courbèrent en un sourire discret. Traoré ne faisait pas que tenir sa position, il la renforçait. Sentant l'élan de la situation, Traoré avança. Sa voix restait calme, mais son ton s'était aiguisé, porteur d'une résolution inébranlable. Il parla d'un autre type d'alliance, non pas fondée sur le contrôle, mais sur la coopération. Un partenariat entre égaux. Une relation basée sur le bénéfice mutuel et le respect réciproque. Ces paroles tranchèrent la tension comme une lame. L'Anglais, autrefois figure dominante à l'écran, semblait rétrécir. Tous les arguments qu'il avait préparés, chaque manœuvre subtile, paraissaient désormais émoussés et dépassés. Marcus Johnson tenta encore une fois d'alléger l'atmosphère, mais sa voix manquait de poids. Le message de Traoré avait porté et il résonnait. Alors que l'énergie dans la salle atteignait son apogée, Traoré présenta son alternative. Un cadre de coopération qui ne sacrifierait pas la souveraineté au nom de la sécurité. Il exposa une feuille de route où le Burkina Faso pourrait collaborer avec les États-Unis, mais selon des conditions qui préservent la dignité et non la dépendance. Chaque proposition était ancrée dans le réalisme, l'équité et par-dessus tout, le respect. L'Anglais ne répondit pas immédiatement. Il cligna des yeux, puis fixa l'écran incertain, peut-être, de la manière de recevoir ce qu'il venait d'entendre. Il avait dirigé des négociations sur 4 continents. Il avait contourné des généraux, des ministres, même des rois. Mais cette fois, face à un jeune dirigeant africain armé non d'armes, mais d'une clarté implacable, il vacilla. Et même à travers l'écran, la présence de Traoré dominait. Marcus tenta une nouvelle intervention, sa voix plus légère, presque suppliante. Mais le moment avait basculé. Traoré contrôlait désormais le récit, et aucune tentative de diplomatie douce ne pourrait lui reprendre. « Nous ne sommes pas vos ennemis, général », répéta Traoré, plus lentement cette fois. « Mais nous ne serons pas vos subordonnés non plus. Travaillons en égaux ou pas du tout. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle réprimande. Même les assistants en arrière-plan, ceux qui géraient les flux, surveillaient les retranscriptions, s'immobilisèrent. Les yeux de l'Anglais se plissèrent, non par colère, mais par réflexion. Pour la première fois, il écoutait vraiment. Et Fatoumata le vit. Elle s'autorisa un mince geste de satisfaction, ses doigts frappant une fois la table, puis s'immobilisant. Marcus baissa les yeux, peut-être par gêne, peut-être en signe de reconnaissance. Les mots avaient porté leur coup. Et ils avaient aussi fait autre chose, ouvert un nouvel espace. Le général demanda une brève pause, un geste inattendu. Le flux bascula vers un écran d'attente pendant qu'il se tournait vers ses conseillers. Côté burkinabé, Traoré se pencha vers Fatoumata. Leur voix était basse, pressée, préparant les prochaines étapes. Il savait que tout était loin d'être terminé. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Lorsque la transmission reprit, la posture de l'Anglais avait changé. Subtilement, mais réellement.
Son ton avait perdu de son tranchant. Il reconnut que certaines critiques de Traoré étaient valables. Il exprima une ouverture, quoique prudente, à reconsidérer l'approche américaine en Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas une concession. Ce n'était pas une reddition. Mais c'était un pas. Traoré ne célébra pas. Il acquiesça simplement, conscient que la véritable bataille se jouerait dans les actes, pas dans les mots. Quelques jours plus tard, l'enregistrement de la réunion devint viral. Son discours, découpé en extraits et en gros titres, fit le tour des réseaux. Le monde vit l'un des plus jeunes présidents d'Afrique faire face à la première puissance militaire mondiale, sans ciller. Les chaînes d'information internationales rediffusaient ses paroles. Les commentateurs qualifièrent sa position de claire, mesurée, inébranlable. À travers le continent, d'autres dirigeants africains commencèrent à s'exprimer, non pas seulement par admiration, mais en adhésion. Ils qualifièrent son message de « un tournant historique pour le continent ». Partout au Burkina Faso, la fierté explosa dans les rues comme une traînée de poudre. De Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, des foules se formèrent spontanément, brandissant des drapeaux, chantant dans les langues locales, scandant le nom de leur président. Des enfants grimpaient sur les toits pour apercevoir les célébrations. Pour la première fois depuis des années, la diplomatie avait le goût de la victoire. Mais loin des réjouissances, au cœur de Washington, le général anglais faisait face à la tempête silencieuse des représailles. Derrière les murs de verre du Pentagone, il enchaînait les réunions, défendant sa prestation. La transcription de l'échange avec Traoré fut disséquée, mot par mot. Des hauts responsables questionnaient « Comment Africom, avec toutes ses ressources, avait-il pu être pris de court par un jeune dirigeant d'un pays que la plupart ne savaient même pas situer sur une carte ?» Langley, B&K Fruster, and a little pas. En privé, il a admis ce que peut oser dire à voix haute. Traoré n'était pas simplement un soldat devenu président, il était la voix d'une Afrique nouvelle. Et l'ancien manuel ne fonctionnait plus. À Ouagadougou, Fatoumata Diallo intra sous les projectors. Calme, éloquente et stratégiquement brillante, elle donna une série de conférences de presse pour expliquer les implications de la position de Traoré. Des journalistes internationaux, avides d'accès, se massèrent dans des salles improvisées. Les caméras tournaient. Son ton était ferme, son message limpide. Ce n'était pas qu'un moment diplomatique, c'était un éveil continental. Il ne s'agit pas d'un seul homme, déclara-t-elle à une salle pleine de flash. Il s'agit de générations entières qui ont dit plus jamais. Et enfin, quelqu'un a écouté. Pendant ce temps, Traoré restait humble. Il refusait les interviews, fuyait tout triomphalisme. Lorsqu'un média panafricain l'interrogea sur les éloges mondiaux, il répondit simplement « Ce n'est pas ma victoire. Elle appartient au peuple, à ceux qui refusent de plier devant l'injustice. » Mais derrière cette humilité, il agissait avec urgence. Il lança de nouvelles initiatives pour renforcer la coopération régionale, un développement réellement africain, sans dépendance aux ficelles étrangères. Il appela à créer un nouvel espace de dialogue. Non pas à Paris ou à Washington, mais à Bamako, Accra, Addis Abeba. Des lieux où l'avenir de l'Afrique pourrait être écrit par des mains africaines. Les ondes se propagèrent rapidement. Dans les pays voisins, des ministres demandèrent des réunions à huis clos avec l'équipe de Traoré. Des conversations débutèrent d'abord discrètes sur la formation d'un bloc régional visant à réduire la dépendance envers les puissances extérieures. Lors du sommet ouest-africain suivant, Traoré se dressa parmi des présidents plus âgés et présenta une vision pour une nouvelle alliance. Non pas en prêcheur, mais en père. Et on l'écouta. Même en dehors des sphères du pouvoir, ses paroles éveillèrent quelque chose. À Nairobi, des étudiants organisèrent des débats sur la souveraineté. À Kinshasa, des fresques à son effigie apparurent du jour au lendemain. À Dakar, des poètes de rue transformèrent son discours en vers chantés dans les marchés. Son nom se répandit, non comme une propagande, mais comme une promesse. Pourtant, Traoré savait que les applaudissements ne dureraient pas. Derrière les flashs des caméras et les sourires diplomatiques, la pression restait intacte. Les nations occidentales, prises au dépourvu, recalculaient. Les offres revinrent, cette fois enrobées de promesses plus subtiles, paquets d'investissement, garanties de défense, incitations commerciales. Il voyait clair à travers chacune d'elles. Les tactiques avaient changé,
mais l'intention, elle, était restée la même. Pourtant, il ne vacilla pas. Pour lui, la rencontre avec l'Africom n'était pas une fin. C'était le premier chapitre d'un combat qui s'étendrait sur des années. Un jour, dans un rare moment de répit, il confia à Fatoumata: « Le pouvoir écoute quand la dignité parle. Mais il n'aime pas ce qu'il entend. » Les mois passèrent, mais l'écho de son discours ne s'éteignit pas. Dans les amphithéâtres d'universités en Europe et aux États-Unis, il devint un sujet d'étude en relations internationales. La jeunesse africaine le citait dans ses slogans de protestation. Des artistes transformèrent son message en chansons, en fresques, en poèmes. Sa voix avait dépassé le cadre politique, elle était devenue un symbole. Même le général Langlais, autrefois au cœur de la tempête, prit un nouveau virage. Ébranlé par les critiques mais non brisé, il initia des séminaires internes au sein de l'Africom. Non pour renforcer le pouvoir, mais pour déconstruire les préjugés. Pour comprendre la différence entre aides. Different. Mais il ne partit pas les mains vides. Il emporta quelque chose de plus profond qu'un rapport de mission, il emporta une leçon. Il avait compris que les mots pouvaient ébranler plus fort que les missiles. Et que parfois, la stratégie la plus tranchante n'était ni le silence, ni la force, mais l'écoute. Loin des projecteurs, Marcus devint un défenseur inattendu. Il plaida doucement, dans des salles closes et des conférences aseptisées, pour une diplomatie fondée sur le respect mutuel. Il ne prononça jamais le nom de Traoré. Mais l'ombre de cette rencontre l'accompagnait. Et il l'acceptait. À Ouagadougou, Fatoumata Diallo honora sa promesse faite à l'histoire. Elle écrivit un livre, L'aube d'une Afrique nouvelle. Ce n'était pas un mémoire d'ego, mais un récit de résistance, de tension et de fermeté. De comment une seule rencontre avait fissuré des siècles de certitude. Le livre devint un phénomène. Traduit en une douzaine de langues, il trouva sa place sur les bureaux de présidents, de professeurs et de manifestants. On n'y trouvait pas seulement des stratégies, mais des visions. Elle y dénonçait les pièges structurels auxquels les nations africaines faisaient face et proposait des alternatives qui ne sacrifiaient jamais la dignité. Invitée à s'exprimer sur tous les continents, Fatoumata ne s'écarta jamais de son message. Il ne s'agissait pas seulement du Burkina Faso. Il s'agissait de chaque nation qui attendait encore d'être entendue selon ses propres termes. Quant à Traoré, il devint plus qu'un dirigeant. Il devint un miroir pour un continent en quête de lui-même. Il apparut dans des sommets autrefois fermés à des voix comme la sienne. Dans des forums économiques mondiaux, il ne parlait pas de charité, mais d'équité. Dans les conférences sur la sécurité, il ne demandait pas des troupes, il demandait la confiance. Et toujours, il revenait à cette idée. Le pouvoir ne vaut que s'il sert le peuple. À Genève, il proposa un cadre multipolaire pour le développement, où les nations africaines n'auraient plus à choisir entre soumission et isolement. Il appela à la création d'un fonds mondial, géré non par les États donateurs, mais par les communautés mêmes qu'il visait à servir. Pour beaucoup, cela sonnait comme une révolution. Pour d'autres, comme une menace. Mais pour la génération montante, cela sonnait juste. Si vous croyez en la vérité, en le courage et en l'essor d'une Afrique nouvelle, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous partageons des histoires vraies, des moments forts et des exemples de leadership audacieux, comme celui d'Ibrahim Traoré qui incarne l'unité, la dignité et l'autonomie africaine. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui croient en une Afrique plus forte et plus libre. Votre voix compte. Ensemble, nous la ferons entendre. À travers le continent, sa voix a réveillé quelque chose. Dans les universités, ces citations s'affichaient sur les diapositives de cours. Dans les manifestations, des pancartes peintes à la main portaient ces mots. Nous ne sommes pas des pions. De Lagos à Kigali, les mouvements de jeunesse grandissaient, non pas en son nom, mais dans l'esprit qu'il avait éveillé. En Afrique du Sud, des étudiants organisèrent des forums pour exiger une réforme des programmes. Au Ghana, des agriculteurs formèrent de nouvelles coopératives sous la bannière de la souveraineté locale. Au Sénégal, des artistes transformèrent ces discours en fresques géantes qui dominaient les rues des villes. Traoré ne revendiqua jamais ces mouvements. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà dit ce qu'il fallait dire.
Pourtant, il restait pleinement conscient du combat à venir. Le monde ne changeait pas si vite. Les puissances qu'il avait défiées conservaient une influence massive, économique, politique, culturelle. Il savait que les caméras finiraient par se détourner, que l'attention faiblirait, et que la résistance reviendrait, dissimulée derrière des mots plus doux. Mais il était prêt. Il dit un jour à Fatoumata, alors qu'il marchait dans un village au crépuscule, « Ils reviendront, pas avec des chars, mais avec des tentations, des contrats, des poignées de main, et nous devrons nous souvenir de qui nous sommes. » Les années passèrent, mais l'héritage de ce jour demeura. Les cours d'université l'utilisaient comme étude de cas en diplomatie contemporaine. Des chansons furent écrites en son honneur. Des poèmes gravèrent ses paroles dans la pierre. Même le général Langlais, longtemps éloigné du tumulte, initia au sein de l'Africom des séminaires internes, non plus centrés sur le contrôle, mais sur le contexte. Il parlait aux jeunes officiers de l'importance d'écouter avant d'agir. C'était sa forme discrète d'expiation. Et au final, ce furent les mots de Traoré. Prononcés non dans la défiance, mais dans la clarté qui résonnèrent le plus longtemps. La véritable force ne réside ni dans les armes, ni dans la richesse. Elle réside dans le courage de défendre ses principes, même quand le monde cherche à vous faire taire. L'Afrique se lève, et rien n'arrêtera cette marche vers la dignité et la liberté. Et pendant des années encore, cette phrase résonna comme un battement de tambour qu'aucun empire ne put étouffer.